Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le DAF Fresh Morning avec Mosley. Mosley, bonjour. Bonjour DAF Fresh, bonjour tout le monde. Comment tu as passé le week-end? Ça va très bien, merci. Tu es allé à la forêt? Non, ce week-end, j'ai pas pu y aller, j'étais à la maison. Tu avais posé ça comme un principe? Oui, mais il y a eu une obligation professionnelle de ma femme, donc je devais rester à la maison avec les enfants. Voilà. Les gars fallonnent derrière toi. Ouais. Ce matin, on reçoit M. Nango Guy Arlin. Il est politologue. Oui. Il a écrit un livre qui s'appelle... tu l'as en face de toi, non? Oui, j'ai le livre inclusive voilà. Au Gabon. Et c'est de l'épopée de la durée des mandats présidentiels en Afrique et ailleurs, où le règne du roi pifomètre, c'est ça? Oui, donc c'est effectivement pour reprendre un peu le titre, pour qu'on soit juste dans la présentation de son livre, l'épopée de la durée des mandats présidentiels en Afrique et ailleurs, où le règne du roi pifomètre dans le monde. Donc évidemment, comme tu le disais, avec cet essai, je pense qu'on est dans la logique de l'analyse politique et que ce dernier pourrait aujourd'hui, avec cet essai, commencer à aller dans la qualification de politologue, ancien prisonnier politique, expert en analyse et évaluation de projets et diplômé de l'ISTA CEMAC, spécialiste en études de faisabilité, spécialiste en suivi et évaluation de la gestion axée sur les résultats et spécialiste en négociation collective. Je crois qu'on est un peu complet sur la présentation. Monsieur Nango, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes ancien prisonnier politique. C'est quoi un prisonnier politique dans le contexte de notre pays? Bon, merci. Un prisonnier politique... le cas du Gabon, parce qu'il y a des spécificités au Gabon. D'accord, donc déjà je tiens d'abord à vous remercier pour cette invitation qui me donne l'opportunité de pouvoir m'exprimer sur des questions politiques de façon globale, pour notre pays et sur le plan mondial également. Alors, en 2017, dans le cadre de l'affaire Bamiko, j'étais le porte-parole du mouvement citoyen Gabon au niveau de Paris. Et lorsque le président du mouvement pose son acte, que vous connaissez, j'ai été arrêté au quartier général du mouvement citoyen Gabon au niveau de Paris, le 27 juin 2017. J'ai été incarcéré pendant 17 mois. Comme vous pouvez le constater, je porte des verres. J'ai perdu 40% de ma vue. Parce qu'à Gros Bouquet, c'est pas facile. On vous amène des prisonniers politiques, on les amène dans un quartier qu'on appelle les annexes. J'ai passé, je crois, près de 8 mois en isolement. Je me rappelle que ceux qui étaient casernés là-bas avec moi à l'époque, il devait avoir Pascal Yougou, Frédéric Massavala, le jeune Hervé Mombo, Abaminko et d'autres acteurs politiques. J'ai également passé en isolement, mais cette fois-ci dans le noir total, dans un quartier qu'on appelle le CB. Et c'est là-bas où j'ai perdu 40% de ma vue. Alors, donc, au terme de ce processus qui a duré 17 mois de privation de ma liberté, j'ai été disculpé. Sans dédommagement, je tiens à le préciser. Mais le système carcéral au Gabon ne prévoit pas de dédommagement, que je sache. Mais vous savez, 17 mois pour un non-lieu, le bon sens aurait voulu quand même que je sois réparé. Mais bon, qu'à cela ne tienne, je suis sorti de prison. J'ai repris mes activités professionnelles, comme cela se doit. Donc voilà en gros la traversée du désert d'un acteur politique, donc d'un ancien prisonnier. Pendant ces 17 mois, qu'est-ce que vous vous êtes dit au fond de votre cellule? Vous savez, la seule liberté que vous avez dans ces conditions-là, c'est la liberté de penser. Vous comprenez? Vous êtes libre de penser à tout et vous allez dans le fond des choses. Raison pour laquelle, lorsque je suis sorti de prison, j'ai pu rédiger cet ouvrage en 2024 qui porte sur l'épopée de la durée des mandats présidentiels en Afrique et ailleurs, où le règne du roi pifomètre. Un ouvrage qui dit clairement que la durée des mandats dans toutes les républiques du monde est fixée au pif. Vous savez qu'au Gabon, le mandat, c'est 7 ans, n'est-ce pas? Est-ce que vous pouvez me dire sur quoi on fixe 7 ans? Alors, qu'est-ce qui est au fondement de la mise en place
d'un mandat ou de la constitution stratégique, on peut dire, d'un mandat constitutionnel? Je dis, j'ai fait le tour des constitutions du monde. Partout, les durées sont fixées comme ça, par les acteurs politiques qui se retrouvent. Ça ne repose sur rien du tout. Or, la durée d'un mandat présidentiel, c'est une question stratégique. Vous allez voir sur la couverture du livre 3 sabliers. Il y a un sablier orange, un sablier blanc et un sablier bleu. Regardez le sablier, le premier, le sablier rouge. Ce sablier, on appelle ça, c'est le concept que j'ai présenté là-dedans, c'est le concept des 3 sabliers. La loi des 3 sabliers. Le sablier orange représente les pays très développés, où vous avez en bas, à la base, vous voyez que la base est pleine de rouge, ça veut dire que le niveau de bien-être a atteint la félicité. Et le temps en haut, c'est le temps au pouvoir. Ça veut dire que pour les pays très développés, il faut des mandats présidentiels du court terme, puisque le bien-être est déjà assis. Le sablier blanc représente celui des pays développés actuels, France, Japon, États-Unis, où vous avez à la base un niveau de bien-être déjà satisfaisant, mais avec des poches encore de pauvreté, de guerre et toutes ces choses-là. Et vous avez au-dessus le temps qui correspond à celui des durées du moyen terme, c'est-à-dire de 3 à moins de 8 ans. Et vous avez le sablier bleu, celui des pays sous-développés actuels comme le nôtre, le Gabon, où vous voyez à la base, le niveau de bien-être est encore embryonnaire. Ça veut dire qu'il y a tout à refaire. Et pour ces pays-là qui ont tout à refaire, il faut des mandats présidentiels plus longs. Donc du long terme. De 8 ans. Qu'est-ce qui justifie qu'on ait des mandats plus longs alors que le bien-être social n'est pas acquis? Merci. Vous connaissez l'Europe, n'est-ce pas? L'histoire nous dit ceci. L'Europe a atteint le développement sous des monarchies, c'est-à-dire sous les régimes familiaux sur de très très longues périodes. Vous comprenez? La République n'était qu'un couronnement. Lorsqu'on a été colonisé en Afrique, c'était sous des royaumes. Vous voyez, les siècles et les siècles, pour que l'Europe devienne ce qu'elle est aujourd'hui. Nous, au Gabon, c'était quoi? Au sortir des indépendances, nous étions un État-village. Nous passons d'État-village à République. Donc, un géant au pied d'argile. Il n'y a pas la base infrastructurelle, il n'y a rien du tout. Vous comprenez? Tout était à refaire. Donc, pour ces pays-là qui sont dans le sablier bleu, il faut des mandats présidentiels du long terme. Parce que, comme vous le savez, pour le cas du Gabon, la loi des 3 sabliers obéit à une logique simple. Il faut, pour fixer la durée d'un mandat présidentiel, 3 paramètres. 1, connaître le niveau de développement du pays. 2, le budget de l'État. 3, le nombre de territoires à développer. Pour le cas du Gabon, nous sommes un pays sous-développé, même si on dit intermédiaire. Moi, j'étais là enterré mon papa là à Mivoul récemment. Pour accéder au village, c'était pénible. L'état de la route, n'en parlons pas. Alors, il faut donc, je le répète, 1, le niveau de développement du pays. 2, le budget de l'État. Et 3, le nombre de territoires à développer ou de régions. Le Gabon, c'est en gros 9 provinces. Pays sous-développé, avec un budget annuel. Donc ça veut donc dire que, dans le cas de la logique des mandats uniques, pour développer le Gabon, dans le cas d'un projet de société d'un candidat, bien sûr, il fallait un mandat unique de 9 ans. Comme ça, le leader, là, en question, a l'équivalent d'un budget annuel par province. Il ne peut pas dire, au terme de ce mandat-là, qu'il n'a pas eu suffisamment de budget, parce que c'est le budget est le principal instrument de l'État pour exercer son projet de société dans chacune des provinces du pays. Voilà la logique qui devrait sous-tendre, opposable. Mais on a eu un mandat de 45 ans d'un président. Ça n'a pas fait. 42 ans. 42 ans. Bon, pas un mandat, une durée au pouvoir de 42 ans d'Omar Bongo. Est-ce que ça arrange la chose? On n'a pas vu le décollage. Merci. Je vous demande seulement de faire le ratio de 42 ans avec les millénaires en Europe. Ça fait quel ratio? Ça représente quoi? Vous savez, les châteaux en France existent depuis le 4e siècle, 4e, 3e siècle. Imaginez-vous, nous sommes en 2023. En France, 3e, 4e siècle, il y avait déjà des châteaux. Vous imaginez? Mais donc, on est aujourd'hui si en 2023. Appelez donc à la monarchie au lieu de rester encore dans la logique des républiques. Nous nous adaptons au contexte. C'est une œuvre de l'esprit. Je dis, il y a un problème. Jusqu'à ce jour, la durée de mandat a toujours été fixée au pif. Vous comprenez? Il faut codifier cette durée stratégique. Ce n'est pas normal que des politiciens se retrouvent dans un coin. Hier, c'était 5 ans. Maintenant, c'est 7 ans. Après, on va encore dire 6 ans. Et c'est comme ça partout dans toute les républiques du monde. J'ai fait le tour des constitutions.
Il faut codifier ça. Il faut que ce soit opposable. D'où la loi des 3 sabliers que je propose. D'accord. Alors, quand on regarde aussi un peu, on parcourt votre ouvrage, c'est vrai que je l'ai eu un peu tardivement, mais de ce que j'ai pu lire, on remarque qu'il y a ici, vous parlez du pouvoir, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. C'était une norme qui avait sa valeur dans la Grèce ancienne, sinon dans la Grèce antique. Est-ce qu'aujourd'hui, dans nos démocraties où nous avons un système de représentation ou de représentativité, cela est opposable ou est capable d'être implémenté clairement? Je vais vous dire une chose. Un homme politique français disait que notre démocratie est bancale. Elle exclut plus de la moitié de ses citoyens. Un homme politique français. Vous savez, à la dernière élection présidentielle de 2023, le corps électoral représentait 20,40% de la population. Je dis bien 20,40% de la population. Pendant qu'en France et en Europe, le corps électoral est au-dessus de 50% de la population. Ça veut donc dire quoi? Qu'en Europe, les présidents sont élus de façon légitime. En Afrique, ils sont élus de façon illégitime. Est-ce que vous comprenez? De façon globale, l'Afrique est un continent jeune. 70% de jeunes. En Europe, c'est un continent vieux. Les gens vivent plus longtemps. 79,4 ans pour les hommes, 85,3 ans pour les femmes. Au Gabon, nous vivons, nous au Gabon, 65,8 ans. Oui. Vous comprenez? Ça veut dire que 3,8 ans après notre retraite, nous sommes morts. Donc, le contexte n'est pas le même. On ne doit pas appliquer la démocratie en France comme au Gabon. Au Gabon, nous avons 47,6% de la population qui est composée des enfants de moins de 17 ans, de moins de 18 ans. Ça revient à dire quoi? Pour atteindre la pleine démocratie et pour atteindre la légitimité, il est important, urgent, que nous puissions faire en sorte que les enfants mineurs puissent voter par le truchement de leurs parents. De quelle tranche d'âge? Je dis les enfants mineurs, moins de 18 ans. C'est-à-dire Puissent voter. De moins de 6 ans, 8, à partir moins de 8 de ans. 18 ans. C'est vague, monsieur. Je dis bien. À partir de 6 ans, à partir de 8 ans. De 0 à moins de 18 ans. Monsieur, ça n'a jamais existé nulle part. Mais il faut bien que ça commence quelque part. N'oubliez pas que c'est dans les années 40. Ils vont voter sur quelle logique? Attendez. Ils ne comprennent pas la politique. J'en viens, très bien. Monsieur Lafrèche, vous avez des enfants mineurs? Oui. Combien? 4. 4. Vous pouvez prendre une mauvaise décision politique pour vos enfants mineurs? Prendre des décisions politiques pour mes enfants mineurs? Je dis, est-ce que vous pouvez prendre de mauvaises décisions politiques pour vos enfants mineurs? Non, jamais. Très bien. Donc cela revient à dire que quand les enfants sont mineurs, les parents sont là pour les guider dans la vie. Vous comprenez? Les parents décident pour eux. On va prendre des allocations familiales. On peut ne pas prendre une mauvaise décision, mais on peut faire un mauvais choix. Mais ça, c'est après qu'on le verra. Je dis bien, séance tenante, les parents répondent de leurs enfants. Ça fera quoi? Que le corps électoral sera égal à la population du pays. Et du coup, nos dirigeants seront toujours élus de façon légitime. Et le Gabon sera le premier pays au monde à atteindre la pleine démocratie. N'oubliez pas que c'est dans les années 40 que les femmes ont eu le droit de vote. Oui. Il faut évoluer. La démocratie, la science politique, ce n'est pas une science morte. C'est une science vivante. Elle s'adapte aux réalités. Je dis bien, nous ici, on meurt tôt. En Europe, ils meurent tard. Est-ce pour autant qu'on doit faire voter un enfant de 8 ans qui ne sait rien de la politique, qui à peine n'est même pas encore au collège et qui n'a aucune connaissance des enjeux de l'avenir? Donc, si je vous suis bien... On peut aussi les engager dans des choix qu'ils n'auront pas fait. Qu'ils ne pourront même pas assumer demain. Oui. Vous savez, la loi dispose pour le futur. Et le futur, ce sont nos enfants. Vous me faites peur en disant que vous pouvez prendre une mauvaise décision politique pour vos enfants. Je n'ai pas dit prendre une mauvaise décision. Je pèse mes mots. Faire un mauvais choix. Je pèse mes mots. Il y a des gens qui ont voté le système déchu en 2023, mais qui aujourd'hui sont peut-être dans le regret. Je pèse mes mots. Vous travaillez ici, n'est-ce pas? Bien sûr. Vous avez un salaire, n'est-ce pas? C'est pour nourrir votre femme et vos enfants, n'est-ce pas? Vous comprenez? Il faut penser à ça. Sauf erreur de ma part, je vois mal un parent, là, prendre de mauvaises décisions pour ses enfants. Mais n'oublions pas qu'il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Vous comprenez? Mais je dis la science politique, c'est une science vivante, c'est pas une science morte. C'est pas des dogmes. Il faut évoluer. Je dis, on a un problème de légitimité de nos dirigeants en Afrique, au Gabon en particulier. 20,40% de la population en dessous. On parle de démocratie. Dans le dernier code électoral, on donnait la possibilité aux enfants de 16 ans de faire valoir leur droit de vote. Aujourd'hui, ça a été retiré. Pourquoi n'êtes-vous pas sorti du bois à ce moment-là? Vous savez,
Le livre est sorti en mars 2024. Vous comprenez? Quand on ne vous invite pas à débattre, vous ne créez pas le débat. Vous comprenez? Et je peux vous dire que la première personne à avoir reçu cet ouvrage, c'est le président de la République. J'ai les décharges. Le Premier ministre l'a reçu. Le président de l'Assemblée nationale, le président du Sénat, la commission politique du dialogue national a reçu 30 exemplaires offerts par moi. Je n'ai même pas été auditionné là-dessus. Je n'ai reçu, pour tous ceux qui ont reçu cet ouvrage-là, qu'une correspondance d'accusé de réception du secrétaire général de la présidence et du ministre de la Justice. Vous comprenez? Vous savez, c'est un essai. Et comme vous le savez, la rigueur qui entoure un essai, il y a un comité de lecture composé d'universitaires. Pour que ça sorte, il a fallu tout cet ami-là. Donc, je vous dis que pour atteindre le pouvoir du peuple, par le peuple, et pour le peuple, n'est-ce pas? Il faut que le corps électoral soit égal à la population du pays. Et comme ça, on ne pourra plus gonfler les populations à gauche ou à droite. Vous comprenez? Et le Gabon sera le premier pays au monde à atteindre la pleine démocratie, même avant l'Occident. Voilà ce qui est entre autres présenté là-dedans. Donc, en un mot, vous nous ramenez à la Grèce antique où les populations se retrouvaient sur l'agora et chacun avait le droit de pouvoir faire valoir son vote. Mais là, je comprends maintenant que vous avez compris l'esprit socratique. Vous comprenez? C'est ça la démocratie. Vous connaissez le sol de la République gabonaise? C'est quoi? C'est la maternité allaitante. J'ai fait le tour des sceaux. Le Gabon est le seul pays à avoir un sceau qui met l'homme au centre du développement. Et dans ce sceau-là, c'est l'homme, la femme et les enfants. Parce que l'enfant, c'est les deux sexes. Nous vénérons l'homme. Je disais, hier, on a donné le droit de vote aux femmes, dans les années 40. Maintenant, donnons le droit de vote aux mineurs via leurs parents adultes qui répondent d'eux. Et qui, sauf erreur de ma part, ne peuvent pas prendre de mauvaises décisions volontaires pour leur progéniture. Alors, vous parlez également du second de l'élection présidentielle parce que lorsque nous sommes en démocratie, et d'ailleurs c'est le cas du Gabon aujourd'hui qui a voté une loi où il y aura une élection à 2 tours, vous demandez à ce qu'il y ait, enfin vous posez la question sur la place à accorder au second de l'élection présidentielle que vous appelez perdant le plus fort. Est-ce que vous pensez que c'est une logique qui soit de nature à pouvoir rassurer, créer un statut de l'opposition comme on l'a souvent demandé au Gabon? Est-ce que c'est quelque chose qui concourt à l'expression démocratique du pays? Vous savez, Churchill disait à la Chambre des communes ceci, que la démocratie est le pire des systèmes, à l'exclusion de tous les autres. C'est l'antiphrase. Ça veut dire qu'il disait par là que la démocratie est le meilleur des systèmes. Aujourd'hui, toute république du monde applique la démocratie exclusive. C'est quoi la démocratie exclusive? Le perdant, on le jette à la poubelle. Comme ça. Quelqu'un qui a reçu des milliers de voix, nous on le jette à la poubelle. On l'affame. Là, j'aborde ce qu'on appelle la démocratie inclusive. C'est quoi la démocratie inclusive? Que lors des résultats d'une élection présidentielle, les résultats du gagnant, dont la majorité, représentent les résultats de la majorité. Les résultats du perdant représentent l'opposition, dont les résultats de l'opposition. Donc, que d'organiser 1000 élections par la suite, il suffit de prendre ce poids-là de chacun, puisque c'est l'élection majeure, pour l'implémenter dans toutes les institutions du pays, directement. Si c'est peut-être 60-40%, on prend au gouvernement 60% pour la majorité, 40% pour l'opposition. Ainsi de suite. Chacun désigne ses représentants dans toutes les chaînes. Et vous verrez que si le président bascule la démocratie inclusive, là, le 12 avril, la restauration, la transition va se terminer là, puisque toutes les institutions seront restaurées. Avec un seul mandat présidentiel. Et pour votre gouvernement, à la dernière élection de 2023, le coût global était estimé à 95 milliards. Dis bien 95 milliards. Au dernier référendum là, de 2024 là, ça nous a coûté 27 milliards. 27 milliards. Donc ça veut dire qu'on peut extrapoler en disant que la présidentielle va nous coûter à peu près 27 milliards. Vous comprenez? Prenez 95 milliards. Actualisez ça avec un taux d'inflation de 4,7% en 2024. Actualisez ça à nouveau avec un taux d'inflation de 2025, donc 3,8%. Ça nous ramène à 108 milliards, à 103 milliards.
Faites la différence entre 103 milliards et 27 milliards, nous allons épargner 76 milliards de francs CFA. Vous imaginez ce que ça peut faire comme investissement dans ce pays, où on a besoin de routes, on a besoin d'hôpitaux, on a besoin d'écoles, on a besoin de logements sociaux. En quoi le statut d'un opposant pourrait garantir quelque chose de viable pour le pays? Vous savez une chose, hein? Je dis bien, tous les conflits post-électoraux du monde sont dus au fait que jusque-là, de par le monde, on applique la démocratie exclusive. Au Gabon, 93, crise. 98, crise. 2005, crise. 2008, crise. Qu'est-ce que je dis? 2005, 2009, crise. 2016, crise. 2023, on a failli tomber là, encore là-dedans. Pourquoi? Parce qu'on continue de carter les perdants. Fonctionnons comme on regarde. Mon Dieu, j'étais au village. On sort de l'enterrement de papa, on sort tout là en conciliabule. C'est tout le monde qui décide. On sait qui a emporté, mais ça n'empêche pas que l'on gère le pays ensemble, que l'on gère le village ensemble. Donc, faisons ça. Faisons la démocratie autrement. Faisons en sorte qu'il n'y ait plus de conflit après une élection politique. Après une élection politique, que les Gabonais s'embrassent. Est-ce que ce n'est pas aussi du fait de la mauvaise foi des perdants? Parce que parfois, vous avez des perdants, il sait bien qu'il a perdu. Mais il continue à revendiquer une victoire entre griffes éphémères. En fait, je comprends le coup. J'essaye de comprendre ce qu'il dit. Bon, Sledge a raison. Vous Est-ce que ce n'est pas la mauvaise foi des acteurs politiques? La mauvaise foi, il faut comprendre. Hein. Vous savez que je propose, entre autres, les tablettes électorales. Oui. N'est-ce pas? L'enregistrement des résultats. Vous savez ce qui se passait. Et ce qui se passe. Le vote se décide dans l'urne. Vous comprenez? Mais quand l'urne et les PV sont transportés d'un point A à un point B, tout change au passage. Quelle crédibilité on va avoir dans tout ça? Vous comprenez? Quand les gens se permettent de revendiquer, c'est parce qu'il y a un problème de fond. Or, la transparence règle le problème pour tout le monde. Et que faudrait-il faire avec les tablettes en question? Ces tablettes-là devront être... Vous savez, on a de bons informaticiens dans ce pays. IAI, le Gabon abrite l'IAI. Il y a la SPIN qui est là. Il y a la NEF qui est là. Je dis, on programme des tablettes électorales qui vont servir de boîte noire électorale. Vous comprenez? Ces tablettes-là, dès le vote se termine à 18h, elles sont programmées 2 heures pour se verrouiller après. De 18h à 20h, vous entrez les données. À 20h, ça se bloque automatiquement. Un paramétrage qui est fait. Et dès cet instant, ça transmet tous les résultats à un serveur qui les répercute aux différents candidats de l'élection présidentielle. Au ministre de l'Intérieur et au Premier ministre. Voilà comment, en un instant très court, avant minuit... Vous pensez que le Gabon a les moyens de cette disposition? Vous pensez que 27 milliards, c'est peu d'argent? 27 milliards, ça sert encore aujourd'hui à autre chose. Non, je vous pose une question tout simple. Une organisation. Vous sous-estimez 27 milliards? Ces tablettes n'auront pas un coût supplémentaire sur le budget? Je dis bien, 27 milliards. Vous savez, à l'élection présidentielle, il y avait 2579 bureaux de vote. Et vous pensez qu'on peut pouvoir, en tablette électorale, tous ces bureaux de vote? Avec des zones du Gabon qui ne sont pas couvertes par l'Internet. Qui sont des déserts numériques. Très bien. Ce que vous dites est bien. Vous êtes des hommes de médias. Moi, j'étais au village d'Amivoul dans mon fin fond. Je travaille avec mon ordinateur. Bien sûr. Je me connectais avec le téléphone. Mon téléphone. Mais moi, je n'arrive pas dans mon village. Et je traitais les bureaux en ma qualité de DGA avec ma hiérarchie. Vous comprenez? Il ne faut pas trouver de fausses excuses. Les tablettes, ça ne coûte rien du tout. C'est la connexion qui nous dérange. Mais c'est ce que je dis. Rien que, ne fût-ce qu'avec le téléphone. Comment on fait? Mais c'est ce que je vous dis. Rien qu'avec mon téléphone. Dans mon Mivoul, je me connectais et je traitais les dossiers du ministère. Et les endroits où il n'y a pas d'électricité, on fait comment? Je dis bien, ma tablette est chargée. Mais là, vous parlez de vous, monsieur. S'il vous plaît. Je dis bien, l'État, la puissance publique, est capable de mettre un dispositif électoral pour faire en sorte que dans chaque bureau de vote, il y ait tout ce mécanisme-là et qu'il soit opérationnel et fonctionnel. Les box existent. Vous comprenez? Tout est possible aujourd'hui pour que nous puissions avoir des résultats transparents. Avant minuit, le 12 avril, tous les résultats seront disponibles chez les différents candidats à l'élection présidentielle et il n'y aura pas de contestation. Les gens vont s'embrasser. Quel est l'objectif stratégique de la mise en place d'un programme de société pour un candidat? On ne va pas inventer la roue. Quel que soit le projet de société, tous n'aspirent
qu'à donner le bien-être au peuple gabonais. Puisque c'est la raison pour laquelle il prête serment. Vous comprenez? C'est la démarche qui sera peut-être différente. Vous comprenez? Mais l'objectif reste le même. Chercher d'offrir au peuple gabonais le bien-être. Et comme je vous le disais, par rapport à la loi des trois sabliers, nous sommes au niveau bleu. Le bien-être est encore embryonnaire. Allez-y à l'hôpital général. Regardez les routes. Allez-y à l'intérieur du pays. Moi, je fais le tour du pays. Faites le tour. Et je crois que vous allez arriver à la même conclusion que moi. Nous avons un pays à bâtir. Et nous ne devons pas perdre du temps sur des élections onéreuses qui nous font faire des dépenses inutiles. Je dis bien, les élections là, si on organise ça comme tel, on va perdre 103 milliards. Or, si on applique la démocratie inclusive, on ne perdra que 27 milliards. Donc, on va épargner 76 milliards de francs CFA qui veut nous permettre à nous de construire des routes, de construire des hôpitaux, des écoles, des logements sociaux pour offrir le bien-être au peuple gabonais. Vous pensez que les acteurs politiques opposants ne sont pas assez associés dans les décisions politiques du pays? Je ne l'ai pas dit. Mais ce que je voudrais que vous puissiez comprendre, que quand on se retrouve seul à travailler, on peut se tromper. Mais quand vous avez à côté de vous un contradicteur, vous pouvez changer votre point de vue. Je suis sûr que, vous savez, dans le cas de la démocratie inclusive, le gagnant a la majorité, n'est-ce pas? Le perdant a son poids, n'est-ce pas? On va appliquer le projet de société du gagnant au niveau général, tout comme au niveau local, n'est-ce pas? Mais au moins, lors de la prise de décision, il y aura des débats contradictoires. Vous comprenez? Les choses pourront être corrigées, mais pas laisser une seule voix décider au niveau général ou au niveau local. Ça nous entraîne dans des trous béants. Et il faut éviter ça. Donc la démocratie inclusive est donc là. Pas pour empêcher l'exécution du projet de société du gagnant, puisqu'il a la majorité, n'est-ce pas? Il peut l'appliquer au niveau général, tout comme au niveau local, sans problème. Mais il faut que les décisions qui seront prises soient prises de façon concertée et consensuelle. Vous remettez aussi en question le principe de la séparation des pouvoirs dans votre livre. Vous avez un nouveau modèle. Bon, je vois que vous avez bien lu cet ouvrage. Je vais vous le démontrer tout de suite par l'absurde. Suivez-moi attentivement. L'exécutif gère le pays, n'est-ce pas? Le législatif vote la loi, n'est-ce pas? Je dis bien, le législatif vote la loi. Le judiciaire veille au respect de la loi. Écoutez bien les sons. Législatif vote la loi. Judiciaire veille au respect de la loi. Ça veut donc dire quoi? En raisonnant par l'absurde. Que c'est la loi le pouvoir. Et que les deux, c'est-à-dire le législatif et le judiciaire, ne sont que des deux autorités de la loi. Deux autorités de la loi. Donc en réalité, il n'y a pas trois pouvoirs, il y en a deux. L'exécutif et le pouvoir de la loi. Voilà comment par l'absurde je vous montre que ce qu'on a enseigné à nos enfants dans les grandes écoles et les universités est totalement faux. C'est quoi la séparation des pouvoirs? Vous savez, lorsqu'ils ont décapité la royauté en France, à la Révolution française, ils ont bêtement, je dis bien bêtement, pris les pouvoirs du roi, les trois pouvoirs là, pour les habiller dans les citoyens qui pouvaient désormais gérer le pays. Parce que c'est une question de sang. Vous comprenez? Ils ont directement mis ça sur les citoyens en question. C'est une erreur grave. Oubliant que le roi, quand il était là, il incarnait Dieu. C'était Dieu sur terre. Et comme vous le savez, nous sommes tous faits à l'image de Dieu. Quand je vous vois, vous, monsieur Lafrèche, je vois aussi en vous les trois pouvoirs qui, transposés au pays, forment le Gabon. Le corps, l'âme et l'esprit. Voilà les trois pouvoirs. Le corps, c'est le pouvoir de l'exécutif. Avec ses deux autorités, le président et le gouvernement. L'âme, c'est la loi. Avec ces deux autorités, l'autorité législative et l'autorité judiciaire. L'esprit, c'est le pouvoir de neutralité. Les forces de défense et de sécurité, les magistrats et la société civile. Voilà la séparation des pouvoirs. C'est un principe divin. Mais ce qui a été fait à l'époque de Montesquieu, c'est une erreur grave. Il faut le dire aujourd'hui. Parce que n'oubliez pas, la science politique est une science vivante. Et il n'y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent pas. Vous comprenez? Si on s'est trompé, admettons qu'on s'est trompé. Je dis bien, cet essai est passé devant des universitaires. Nous avons eu des débats là-dessus. Et quand un essai est validé, ça veut dire qu'il a pion sur eux. Vous comprenez? Voilà comment je remets en cause la séparation de pouvoir. J'espère que vous avez compris aisément par l'absurde. Tout à fait. Là où ça va. Vous proposez quoi? Quel modèle vous proposez? Mais c'est ce modèle-là que je propose. Celui qui est dans votre livre? Tout à fait. Le corps, l'âme et l'esprit. C'est-à-dire, 1, le pouvoir exécutif, 2, le pouvoir de la loi, et 3, le pouvoir de la neutralité.
Vous comprenez? Voilà. Alors, Dernière question. Alors, lorsqu'on parcourt également le livre, on se rend bien compte que vous mettez en avant l'idée qu'un coup d'État est au service d'un système, ou du système étatique, sinon au service de l'État pour l'État. Qu'est-ce que cela veut dire? Vous savez, j'ai parfois honte d'entendre certaines choses. La communauté internationale, des intellectuels. Je ne comprends pas comment on peut condamner quelque chose qui est codifié par la Constitution. Je ne comprends pas. Je vous invite à la Constitution de 1991. Article 1er, alinéa 21. Voilà ce qui est écrit. Chaque citoyen est appelé à défendre la patrie. Alinéa 22. Les forces de défense et de sécurité sont appelées à défendre la patrie. Je vous ramène à la Constitution de 2021. Article 1er, alinéa 21. Tout citoyen est appelé à défendre la patrie. Alinéa 22. Les forces de défense et de sécurité sont appelées à défendre la patrie. Je vous amène à la Constitution de 2024. Donc, Constitution de la 5e République du Gabon. Article 27. Au niveau des devoirs. Tout citoyen a le devoir de défendre le pays. Mais nom de Dieu. Le 30 août 2023, qu'est-ce qui s'est passé? Ils n'ont pas défendu le pays, là? Ces militaires? Ce n'étaient pas les citoyens qui ont défendu leur pays? Pourquoi condamner un coup d'État? Entre-temps, c'est codifié dans la Constitution. On a tous fait des commentaires de texte, n'est-ce pas? Vous et moi, n'est-ce pas? Au lycée. Ça peut être une interprétation extrapolée. Un devoir, c'est un devoir. Vous savez, quand on met des choses dans la Constitution, il ne faut pas jouer avec ça. Je vous vois mal. Vous savez, vous connaissez Haïti, non? Haïti aujourd'hui n'est plus un État parce que les forces de défense et de sécurité n'ont pas joué, n'ont pas pris leurs responsabilités. Un numéro de téléphone 074 76 64 57. Voilà. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que M. Nang Ngo Guy Arlin venait présenter son livre. Mosley, le titre. Le titre est évidemment l'épopée de la durée des mandats présidentiels en Afrique et ailleurs, ou le règne du roi pifomètre dans le monde. Merci d'avoir accepté notre Les invitation. éditions de Sam. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.